ça te relie vachement au monde, en fait, de lire. Parce que tu te connectes quand même au cerveau d'autres personnes, même si elles sont mortes depuis très longtemps, tu vois. Mais moi, j'ai la sensation de quand même comprendre mieux à la fois qui je suis dans les livres. Je pense que c'est ça que je cherche, globalement. Donc j'ai l'impression que c'est tout le temps ça que je cherche, à savoir, à comprendre qui je suis et qui sont les autres aussi. Tes yeux sont si profonds qu'en me penchant pour boire, j'ai vu tous les soleils y venir se mirer, s'y jeter à mourir tous les désespérés. Tes yeux sont si profonds que j'y perds la mémoire. J'avais promis à Elsa Flageol de commencer cet épisode du podcast avec la lecture de ce poème de Louis Aragon. Je le dédie aux yeux d'Elsa et à tous les livres de sa bibliothèque. C'est l'histoire d'une fille qui lit et qui écrit. Son dernier roman, Une fille difficile, aux éditions Mialet Barreau, m'a bouleversée. Je l'ai lu comme on se regarderait dans un miroir, m'étonnant de nos similitudes dans la glace. Ensemble, pour ce dernier épisode de la saison, on a tissé le fil des lectures de sa vie. Il est beaucoup question d'amour, celui des livres, celui des gens, celui d'un homme qu'on rencontre grâce à un livre. Elle m'a parlé des livres de l'enfance, des romans d'apprentissage, ceux qui restent à conquérir. La lecture est un pays fait de rencontres, de surprises, d'émerveillements. Je vous souhaite un été à écouter la voix d'Elsa et à découvrir un bout de sa bibliothèque. Je me suis dit que j'allais monter jusqu'à voir quelqu'un. J'avais pas noté l'étage. Ah mince, désolée. Bonjour. On s'embrasse. On se tutoie, non? Ça me va très bien. Enchantée. Merci de m'accueillir. C'est très mignon. Écoute, c'est assez petit. Mais non, mais il y a des livres partout. En plus, c'est génial pour en parler. C'est ça. Je vois les livres avec Elsa. Ouais, c'est ça. Qu'on doit t'offrir de temps en temps. Ouais, exactement. Je suis en train de faire une collection, je crois, maintenant. Parce que tu les as tous? Non, je crois pas que je les ai tous, mais j'ai celui que j'avais au lycée aussi, parce qu'au lycée. Les yeux d'Elsa? C'était les yeux d'Elsa qu'on étudiait en terminale. Et j'ai mon exemplaire qui est complètement. Ton exemplaire du lycée? Ouais. Oh, c'est trop bien. Je sais pas où il est. Alors, la première question que je pose toute simple, c'est où sommes-nous, Elsa, et pourquoi est-ce qu'on se voit ici? Eh ben, nous sommes chez moi et on se voit ici parce que c'est calme, que je trouvais que ça se prêtait bien du coup à un enregistrement. Et puis parce que malgré tout, les livres sont là. Moi, je suis facilement distraite dans les endroits publics en plus, donc j'aurais eu peur de pas être assez concentrée. Je suis un peu monotache, donc là j'ai les livres derrière moi, ça me semble plus simple pour parler de lecture, tu vois. Quand tu dis t'es facilement distraite, pour lire également, t'as besoin d'être dans un endroit calme? Complètement, ouais. Je peux pas du tout lire dans un café, ou alors faut vraiment que le livre soit hyper prenant. Mais pour autant, tu vois, ce qui est paradoxal, c'est que je suis tout à fait capable de lire dans les transports. Je ne sais pas pourquoi il y a une différence entre les deux. En fait, dans les cafés, j'écoute les conversations parce que les gens restent. Donc tu peux écouter une conversation et moi je suis la pro pour écouter les conversations à côté. Alors que dans le métro, ça va, ça vient. Ça va, ça vient, tout le monde se déplace. Donc là, je suis capable de lire sans aucun problème. Mais en dehors des transports en commun, j'aime bien lire dans des endroits où il n'y a pas de bruit. Je veux pas qu'on me parle. Je mets pas de musique pour lire non plus. Le silence, c'est mieux pour la lecture pour moi, ouais. Donc finalement, c'est pas tant l'endroit que les conditions dans lesquelles c'est ça. tu es. C'est plutôt le soir, j'ai remarqué, ou en vacances, l'après-midi. Même la plage, typiquement, je trouve ça compliqué. Ok. À la plage, ouais, j'ai tendance à regarder les autres, et pareil, à écouter les conversations. Qui sont des livres, des histoires. Ouais, c'est ça en soi. Et ma passion à moi, c'est de déjeuner seule en lisant. C'est vraiment, à chaque fois que je fais ça, je fais mais quel bonheur intégral. Ah ouais, c'est hyper agréable. J'ai l'impression d'être dans une espèce de bulle, tu vois. Est-ce que il y aurait un mot ou une phrase qui te viendrait pour parler de ton rapport à la lecture? Assez fidèle, je dirais. C'est-à-dire que je lis presque tout le temps. Après, plus ou moins selon le livre que je lis, parce qu'il y a des livres qui me happent. Plus c'est le chaos, plus j'ai envie de lire. Je vais avoir un rapport à la lecture très refuge. Le bonheur aurait plutôt tendance à me distraire de la lecture, tu vois. On va aller se balader un petit peu du côté de l'enfance, de la mémoire. De la mémoire. Est-ce que tu te souviens des premiers livres qui sont rentrés dans ta vie? Les premières histoires, c'est plus que les livres, c'est les j'aime lire. Après, qu'on m'a lu, moi je suis la troisième d'une fratrie de 3. Et ma mère nous élevait toute seule, donc inutile de dire qu'elle avait moyen le temps de me lire des histoires, précisément à moi je pense, parce que j'étais la dernière et que bon, il y avait un peu d'autres trucs à faire. Donc on m'a pas énormément lu d'histoires, mais j'ai quand même un souvenir précis, et c'est tellement drôle. Ma mère, elle m'a lu des belles histoires, donc je devais être abonnée aux belles histoires, mais on était très baillards dans ma famille, donc je pense qu'on avait vraiment j'ai eu tout, belles histoires, j'aime lire Astrapi ou Capi, et notamment une dont je me souviens, elle me lisait une histoire qui s'appelait « Le grizzly n'aime pas les guilis », elle disait. Elle me lisait ça et je crois, toutes les deux, on comprenait pas hyper bien cette histoire. Les belles histoires, c'est quand même assez simple. J'espère d'incompréhension complète par rapport à cette histoire, jusqu'à ce qu'un jour, donc j'apprends à lire à peu près à ce moment-là, je vois
la couve des belles histoires, et je comprends que ça n'est pas donc Gulli, qui n'existe pas, c'est un mot qui n'existe pas, et Gilli. Elle m'a lu un truc qui n'avait aucun sens, du coup, les Gulli, tout le temps c'était les Gulli. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de Gulli? Un truc hyper mystérieux. Hyper mystérieux, alors qu'en fait, juste elle savait pas que ça s'écrivait Gilli, j'imagine, enfin je ne sais pas. T'as dû dire que t'avais un super pouvoir de découvrir la lecture. Ouais, c'est ça, et surtout je lui ai dit, mais c'est Gilli en fait, genre, mais révélation totale, tu vois. C'est génial. Et là on était là genre, mais c'est dingue, on n'a jamais compris cette histoire. Et mon père par contre, que je voyais moins souvent, me lisait plus des histoires, et lui il me lisait une histoire qui m'a hyper marquée, et que j'ai recherchée, d'ailleurs il y a pas longtemps, je me disais, il faudrait que je me la procure, mais ça vaut super cher. Le livre n'est plus édité. C'était une histoire de Paul Éluard qui s'appelait l'histoire de la petite fille qui ne voulait pas grandir. Une petite fille qui voulait pas grandir, et ça fonctionnait quoi. Elle arrêtait vraiment de grandir. Sa mère était désespérée, elle avait toujours les mêmes robes, et parce qu'elle avait vu à la télé des images de la guerre. Elle voyait ça à la télé, elle se disait si c'est ça être adulte, ce sera sans moi. Et donc ça marchait quoi. Oh, cette histoire m'impressionnait vachement. Je me dis, ah donc on peut décider de pas agrandir. Ça c'est les livres qu'on me lisait. Et après moi, je me souviens que j'ai lu un livre qui s'appelait Mon bel oranger. Ah oui. Mais tu vois, je me souviens pas du livre en tant que tel. Je sais que je l'ai lu. De José Momo de Vasconcelos. Voilà, Vasconcelos, exactement. Ah, qu'est-ce qu'il m'a fait pleurer et ben moi je me souviens pas de ce que ça m'a fait. Et je me souviens de la couve, très bien de la couve. C'était un poche jeunesse. Tu vois, je me souviens très bien du dessin, du type de dessin que c'était. Mais je me souviens pas de ce qu'il y a dedans. Par contre, le premier livre dont je me souviens sûr, c'est Le blé en herbe. Je crois que c'est la première émotion que j'ai eue avec un livre. Et là, donc, j'étais plus grande, j'étais en CM2, je crois, quand j'ai lu Le blé en herbe. Et bon, ça parle d'amour, donc alors là, mais je me disais, mais c'est ça, grandir. Et j'avais hâte, en fait. J'avais hyper hâte de grandir en lisant Le blé en herbe, d'avoir cette émotion-là, d'amour, Moi, très clairement, de toute façon, j'ai été motivée par le monde des adultes, par les livres et les films. C'est ça qui m'a donné envie de vivre des trucs. Mais c'est drôle parce que tu te souviens pas de Mon bel oranger, mais il y a un fil conducteur entre les 3 titres que tu m'as cités. Moi, je connais pas celui d'Éluard, mais tu me parles de cette petite fille qui veut pas grandir. Le blé en herbe, et au milieu, c'est une histoire aussi de fin d'enfance, en fait. Il y a quelque chose comme ça. Ouais, de l'éveil, de l'ordre de l'éveil, ouais. Mais c'est vrai que moi, ceci dit, c'est un sujet qui m'intéresse toujours, tu vois. Okay. Les passages d'un âge à un autre. Je pense que ça m'a vachement impressionnée, en fait, que tu puisses, qu'on fasse lire à des enfants des choses sur l'amour, typiquement. Moi, c'est un truc quand je lisais ça, j'avais quand même la sensation d'être un truc un peu subversif. Et en même temps, je me disais, si on me le fait lire, c'est que j'ai le droit d'y penser. C'est que j'ai le droit de me représenter comme peut-être un jour étant moi-même amoureuse de quelqu'un. Ça me rassurait que ce soit possible, tu vois, de lire ça, tu vois, comme si ça validait un état intérieur. Ouais. Mes frères et sœurs lisaient pas vraiment. Après, ma mère lisait beaucoup, donc de fait, il y avait quand même énormément de livres chez moi. Et puis c'était quelque chose, c'était très libre mon enfance, donc ma mère elle était très 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 à la cool. Il y avait vraiment une espèce de disponibilité comme ça du livre, sans aucune barrière, notamment au niveau de la bande dessinée. Ma mère elle était elle lisait beaucoup de bandes dessinées pour adultes, et du coup je suis tombée sur des trucs qui étaient pas du tout de mon âge, vraiment très très jeunes, des trucs de Réserve, qui étaient vraiment pas de mon âge, ou même de Bretéché que j'ai lu super jeune et je comprenais rien, mais ça me fascinait vachement. C'était gênant de pas comprendre? Non, c'était pas du tout gênant, mais au contraire, je trouvais ça chouette de pas comprendre. Moi, ça me motivait plutôt. Mais à part ça, non, les livres, c'était vraiment un truc, c'était normal de lire, ouais. Donc Le blé en herbe, premier vraiment choc. Ouais, je crois, ouais. Est-ce que t'as des souvenirs de lecture adolescente après qui auraient été un peu marquantes aussi? Ouais, j'en ai eu pas mal, même si j'ai moins lu. Adolescente qu'enfant. Mais je sais que par exemple Maurice Vian, L'écume des jours, ça m'avait fait vachement d'effet. Ah ouais, ça m'avait encore une fois, c'est une histoire d'amour, mais même tu vois, cette espèce d'univers comme ça, très baroque, très à la fois léger et en même temps tragique, ça m'avait beaucoup plu. Puis ma sœur s'appelle Chloé, grâce au personnage, tu vois, de L'écume des jours. Moi je m'appelle Elsa pour Aragon, donc tu vois, c'est quand même un univers un peu donc quand j'ai lu L'écume des jours, j'étais fière que ma sœur s'appelle Chloé, comme la Chloé du livre. Et puis Pêcheur d'Islande de Pierre Loti. Alors ça, c'est un truc, j'ai jamais relu ce livre, je sais pas s'il me plairait aujourd'hui, mais je l'avais lu pour l'école, enfin pour le collège, en assez jeune, genre 4e ou 5e, je sais plus. Et il y a une scène où ils font l'amour pour la première fois. Go, elle s'appelle, je crois. Je l'ai jamais lu ce livre.
Et bon, lui, il est marin, donc il part, mais il se retrouve une fois, et puis ils font l'amour, et puis après il repart. C'est écrit d'une façon, mais je crois que je l'ai relu 10 fois la scène, tellement ça m'impressionnait. Ah, ça c'est pareil, ça m'a fait un truc un peu de waouh, quoi. Un jour je vais vivre des trucs comme ça. Ça me donnait envie de grandir. Ça reste c'est très lyrique la façon dont c'est écrit, tu vois, Pêcheur d'Islande, dans mon souvenir. Je m'en souviens pas précisément, mais j'ai un souvenir que c'était très, très romantique. Très contrarié, tu vois, l'écume des jours, elle meurt, enfin, il y a quand même quelque chose de dramatique, ça j'aimais bien. Je regarde autour de moi et je vois beaucoup de livres dans cet appartement. Les livres, au fur et à mesure du temps, tu les as toujours gardés avec toi? Les livres qui sont là aujourd'hui, ce sont toujours les livres que tu as eu avec toi? Ouais, toujours. J'ai mes livres d'ado. C'est vrai. Tu me disais tout à l'heure que tu avais les yeux d'Elsa quelque part. Ouais, mais c'est dommage que je le retrouve pas parce que il est joli. En plus, il est tellement décoloré par la lumière. Ça lui donne une teinte vraiment j'aime beaucoup ce livre et je l'ai retrouvé il y a peu, donc j'étais contente de le retrouver. Je l'ai reperdu. Parce que par contre, on remarquera qu'il n'y a aucun rangement. Tu vas me raconter? C'est terrible. C'est pas vrai. Je vois des choses qui vont ensemble. Il y a une tentative, mais c'est vraiment foireux. Mais oui, j'ai les mêmes livres. Tu vois, Le Pavillon des enfants fous de Valérie Valère. C'est un livre que j'ai lu adolescente. Je me suis dit à un moment donné, il faudrait que je mette des trucs en haut, là, pour pouvoir mettre des livres partout. Parce que tu gardes tout. Ah ouais, je garde tous les livres. Tu ne donnes pas, Pour moi, c'est un crime quand je vois des livres dans les boîtes à livres, à chaque fois, je suis là, mais pourquoi? Ils sont abandonnés. Ils sont fous, il faut pas. Je les prends. J'ai récupéré quand même un Madame Bovary dans une boîte. Ah oui, Madame Bovary aussi. Oui. Grand roman qui m'a énormément plu. Que t'as lu adolescente? Ouais. Ah ouais, Madame Bovary, les romans d'apprentissage, l'éducation sentimentale, Illusion perdue, Madame Bovary, ça j'ai adoré. Donc j'ai quand même pris un exemplaire de Madame Bovary en poche. Je pense que tout le monde voit quelle est ce poche avec un tableau dessus d'une dame. C'est le folio de Madame Bovary que j'avais au lycée. Je l'ai, je pense, en 3 exemplaires déjà et j'ai pas pu m'empêcher de le prendre dans la boîte. Genre quand même c'est con, je vais pas le laisser. De l'adopter. Je l'ai encore adopté. Ah, j'ai pas parlé d'un livre que j'ai lu adolescente qui m'a hyper marqué, qui est évident, c'est Moi, Christiane F, 13 ans, droguée prostituée. Ok. Ah, ce truc m'a traumatisée de la drogue, et de tout, enfin, ah ouais, c'est un livre qui je me demande si je l'ai pas relu. En fait, comme j'ai quand même une sœur et un frère, malgré tout, plus âgés, moi j'ai été vachement influencée par mon frère et ma sœur en grandissant dans leur culturellement, je veux dire, j'ai été très influencée par leurs goûts musicaux, cinématographiques, tout. Ils m'ont vraiment énormément donné de choses que j'aurais jamais eu à cet âge-là si j'avais été fille unique, ça c'est certain. Et Christiane F, je suis quasiment sûre que c'est ma sœur qui l'a lu avant moi, et Valérie Valère, Le Pavillon des enfants fous également. Ça c'est un livre qui m'a hyper marqué et je l'ai toujours, l'exemplaire que j'avais. Pareil, où est-ce qu'il est? Je me demande bien. Tu vas en librairie? Ouais, je vais beaucoup en librairie. T'as une librairie ou plusieurs de préférées, de prédilection? Bah, j'en ai une juste à côté d'ici que j'aime beaucoup qui s'appelle La Bicyclette Bleue, et j'aime beaucoup la libraire Camille Deforge qui est une des filles de Régine Deforge. C'est pour ça que ça s'appelait La Bicyclette Bleue. Et en plus je fais partie du prix Régine Deforge du premier roman, donc du coup depuis 2 ans, là c'est la 2e année. Ah non mais là le dernier livre que j'ai lu d'Adèle Lyon, je suis encore... Mon vrai nom est Elisabeth. Bah bien sûr, j'ai adoré ce livre. Ah ouais, j'adore ce livre. Et il fait partie du prix? Il fait partie de la première sélection, ouais. T'as envie de m'en parler un peu? Ça c'est vraiment un coup de cœur ce livre, c'est-à-dire que je l'ai dévoré. Pareil, alors là je me suis mise à faire ce que je fais de temps en temps, à lire en marchant, ma spécialité dans la rue, lire en marchant, lire partout avec le livre, l'emmener partout, lire partout, ce que je fais pas toujours, parce que j'étais addict totale à ce livre. Je trouve que l'écriture est vraiment formidable, mais au-delà de ça, le propos est incroyable. C'est-à-dire que vraiment tu tombes un peu de ta chaise quand même. Oui. Au début, tu comprends assez vite de quoi il va être question en fait quand même, mais plus t'avances dans le livre, je trouve que t'es quand même scié par l'enquête. Je trouve que c'est tellement bien mené, et puis j'ai adoré que ce soit si protéiforme, tu vois, qu'il y ait différents types de récits, des entretiens, des restitutions, des photos, j'ai l'impression d'une espèce d'ouverture d'esprit, tu vois, de l'autrice, que tout était possible pour raconter cette histoire et pour faire le portrait de quelqu'un, et qu'en plus ça se termine sur son portrait rédigé par elle. Je trouve ça vraiment très beau. Enfin, j'ai trouvé ça fascinant ce livre, ouais. Et ça fait écho à plein de choses d'aujourd'hui. Enfin, tu vois, c'est vraiment très intelligent. Mais est-ce que t'aimes bien en offrir des livres? Mais j'adore en offrir. Maintenant, j'offre plus que ça quasiment. Et t'as des livres que t'aimes bien systématiquement offrir ou faire découvrir, ou que t'as envie particulièrement de faire découvrir? En fait, j'ai des phases. Okay. C'est-à-dire que je me souviens qu'il y avait une période où j'offrais tout le temps le même. C'est souvent par phase. J'offre le même livre parce que Adèle Lyon, je pense que je vais l'offrir typiquement, c'est sûr. Bah Carrère, je pense que j'ai dû l'offrir, mais comme c'est un livre qui avait quand même pas mal marché, t'avais quand même une chance sur 2 que la personne l'ait déjà, tu vois. D'autres vies que la mienne, je pense que j'ai dû l'offrir. J'ai offert beaucoup Le Chagrin de Lionel Duroy.
Oh oui. Qui est un livre que j'adore absolument. Qui me fait beaucoup écho à Carrère pour ouais, moi. Complètement, ouais. Ils ont eu vraiment une familiarité d'écriture un peu sans concession, où tu sens que la littérature passe quand même au-dessus de la vie. Ouais. Et puis je trouve ça beau, une espèce de geste comme ça un peu sacrificiel, tu vois. Oui. Genre sous l'autel de la littérature, je donne ma vie, quoi. Ça et puis celle des autres. Et celle des autres aussi, bien sûr, complètement celle des autres. Ouais. D'ailleurs, les deux ont eu des problèmes avec la justice quand même. Hein. C'est bon. Et fut un temps aussi, j'ai offert un livre qui était complètement oublié, ce bouquin, et j'ai offert vachement, ça s'appelait Le livre de Dina. C'est d'Herbjörg Wassmo, je sais pas du tout si ça se prononce comme tu vois ou pas. Ça, tout à fait, une trilogie. Petits livres, voilà, exactement, et ça faisait un tableau quand tu les mettais les uns à côté des autres, ça reconstituait un tableau d'ailleurs. C'était assez joli le poche. Je n'ai même pas fait attention à ça. Eh ben tu regarderas. Ouais. Ça faisait le portrait d'une femme. J'avais adoré ce livre. Je l'ai offert à beaucoup de gens. Et puis Fab Caro, j'ai dû pas mal offrir Fab Caro. Les BD. Les BD. Les romans, ouais. Les BD. Open bar. Et si l'amour s'était aimé aussi, je crois que je l'ai pas mal offert. C'est très drôle. C'est tellement drôle, ouais. Et pour les gens où tu sais qu'ils savent, parce que j'offre pas n'importe quoi à n'importe qui. Donc quelqu'un qui a du mal à lire, typiquement, je vais pas lui offrir Le Chagrin parce que c'est trop gros. Et je sais très bien qu'il va paniquer. Moi, j'aime pas les gens qui t'offrent n'importe quoi sans faire attention à n'importe quoi, dans le sens n'importe quel livre, tu vois, sans faire attention à qui tu es. Je trouve que c'est une attention particulière quand t'offres un livre à quelqu'un. C'est précieux quand même un livre, donc. Oui, tu rentres dans son univers aussi. Ouais, voilà, donc tu lui proposes quelque chose et il faut que ce soit adapté, je trouve. Par curiosité, le premier d'Emmanuel Carrère que t'as lu, c'était lequel ? C'est D'autres vies que la mienne ? Je me demande si c'est pas L'Adversaire et La classe de neige. En fait, je sais que La classe de neige j'ai paru avant L'Adversaire, mais je me demande si je les ai pas lus dans l'autre sens. L'Adversaire d'abord, peut-être L'Adversaire d'abord. Je pense que j'ai découvert Carrère par L'Adversaire quand il est sorti. Vraiment à sa sortie, parce qu'en fait, je connaissais déjà l'affaire Jean-Claude Roman. Il se trouve que j'ai un petit tropisme, moi, sur les faits divers et tout. Ça t'intéresse ? J'aime bien ça. Donc, je connaissais déjà l'histoire de Jean-Claude Roman qui me fascinait complètement. Et après, je les ai tous lus. Lui, il sort un roman, je l'achète sans réfléchir. Et je le lis sans réfléchir. Donc lui, à la question, est-ce que y a des auteurs, quoi qu'il arrive, tu liras tout ce qui sort ? Emmanuel Carrère, oui. Emmanuel Carrère, oui. Annie Ernaux aussi, je pense. Ouais. Elle, je lis tout. Il y a aussi Philippe Génada. Ok. Ah, lui, c'est impossible de louper un roman de Philippe Génada. Sur la culture du fait divers aussi, c'est intéressant. Aussi, ouais. Mais même ses romans d'avant, quand il faisait pas tous les premiers romans qui étaient plus sur son personnage à lui, on va dire, j'aime aussi. Donc Philippe Génada et Lionel Duroy, pareil. T'arrives à avoir une sorte de dénominateur commun à tous ces textes importants pour toi, tous ces auteurs que tu suis absolument ? Oui, je pense qu'il y a quand même il y a un rapport à la fiction qui est quand même assez ténu. Quand même tous. C'est pas des grands fictionnalisateurs. C'est parfait ce mot, je valide. C'est pas. L'histoire n'est pas le premier truc qui les intéresse, très clairement. Même si, en fait, ça a quand même du sens, mais c'est quand même des gens qui se racontent eux en premier lieu. Même Philippe Génada, qui pourtant raconte des histoires qui sont vraiment pas la sienne, il aide dans ses livres, il se met en scène en tant qu'écrivain. C'est très drôle en plus, donc ça j'adore. Mais je suis très clairement plus une lectrice de ce type de texte que de roman ou avec une histoire avec un début, un milieu, une fin. Le style, c'est quand même quelque chose je dis pas que moi j'en ai, mais chez eux, en tout cas, tu vois, l'écriture de Carrère, tu la reconnais immédiatement. Une phrase toute bête, même V13, tu vois, qui était censée être quelque chose pour le coup de journalistique presque, et tu sais tout de suite que c'est Carrère qui l'a écrit. Tu le reconnais entre mille. Lionel Duroy, c'est pareil. Il y a une espèce de style hyper sincère que j'adore. Bon, Génada, n'en parlons pas. Lui, vraiment, tu peux pas le confondre avec quelqu'un d'autre. Mais Annie Ernaux, c'est pareil. Enfin, t'entends leur voix, en fait. Tu sais que c'est eux qui ont écrit le livre. On peut parler de ce French Writer, ce qu'on voit là, c'est grâce à toi. Moi, j'ai acquis une super pop Marguerite. Elle est là, Marguerite. Elle est là, Marguerite. Est-ce que tu es fan aussi de Marguerite Duras ? J'aime beaucoup Marguerite Duras. Ouais. Mais je suis pas fan de tous. Il y a des romans que je trouve vraiment difficiles à lire. Tu vois, le ravissement de Lolvestein, dont on m'avait dit c'est le meilleur, etc. Et j'ai eu un mal fou à le lire. C'est lesquels tes préférés alors ? Moi, j'ai lu L'Amant en premier. Oui. Donc j'avoue que ça m'a vraiment transcendée. Et puis je trouve que c'est peut-être là où tu découvres Duras dans sa sobriété, je dirais. Sans excès dans son style. Et en plus, L'Amant, je l'ai lu après avoir vu le film de Jean-Jacques Hano, qui est sorti quand j'étais, pareil, au collège, je pense, et que j'ai vu. Donc j'avais déjà une espèce de truc de c'est sulfureux, tu vois, c'est une fille à mon âge. Et la langue, je m'y attendais pas. Je pensais que quand tu vois un film, surtout le film de Jean-Jacques Hano, il est hyper narratif. Il y a pas du tout le dit-elle, quoi, tu vois, à chaque phrase, ou sublime, forcément sublime, tu vois, il parle pas comme ça. Donc ça m'avait surprise que ce soit écrit de cette façon-là. Je me suis dit,
peut-être c'est la première fois que je me dis c'est donc ça, le style c'est ça, tu vois. C'est une langue qui n'est pas celle qu'on parle, quoi. Ou qui peut être celle qu'on parle, mais qui se remarque, quoi. Et qui se reconnaît aussi. Et qui se reconnaît, voilà. C'est pas juste une histoire, quoi. Ouais. Tu vois, c'est autre chose. Tu cornes tes pages, tu fais moi je corne. Mais moi comment tu traites tes livres? Je les traite mal. Mais volontairement. Okay. Je n'aime pas les marque-pages. Dès qu'on m'a offert des marque-pages, je les ai perdus dans la seconde, je pense. Non, moi j'aime bien que le livre ce soit un truc hyper vivant, qu'il ait la marque de la vie qu'il a eue. Donc si tu l'as lu l'été, qu'il soit un peu, qu'il y ait du sable, tout corné, tout au contraire. Moi une fois, je sais que j'avais emprunté un livre à quelqu'un qui l'avait lu, je le savais, et elle m'a donné le livre et j'avais du mal à l'ouvrir complètement tellement elle l'avait lu en en prenant soin. Ça me stresse complètement. Moi, j'ai qu'une envie, c'est de l'ouvrir, de péter le truc pour qu'il soit vivant, quoi. Est-ce que parmi les lectures, des lectures récentes ou des lectures que t'as faites adultes, il y a un livre dont tu t'es dit que tu aurais aimé le lire adolescente, justement? Peut-être Le Consentement, tu vois, typiquement. Le Vanessa Springora. Ouais. Ça m'aurait éclairé quand même, tu vois. Mais le livre n'aurait pas pu être écrit précisément adolescente, donc c'est un peu bizarre, tu vois. Mais c'est intéressant quand même. Mais quand même, je crois que j'aurais lu ça m'aurait, ça m'aurait ouvert des fenêtres dans ma tête, tu vois. Alors j'ai une question un peu tarte à la crème, mais j'aime bien la poser parce que ça permet d'avoir une photographie un peu des livres importants pour toi maintenant. Si tu devais en citer 3, tu choisirais lesquels? Ouais, c'est dur, ça. Je sais que c'est dur. Et ça sera pas les mêmes dans un an et c'était pas les mêmes l'année dernière. Probablement. C'est pas grave. Je pense que je mettrais d'autres vies que la mienne, tu vois. Et je crois que je mettrais une BD, de Gottlieb. La rubrique à braque, c'est vraiment un truc que j'ai lu, relu, mais des milliards de fois, la rubrique à braque de Gottlieb. Et très jeune aussi. C'est un humour, je pense, qui m'a vraiment défini, auquel je suis très sensible, parce que c'est toujours bien d'avoir un truc pour rigoler, tu vois. Et le 3e, peut-être Madame Bovary dans ce côté très complet, tu vois, du livre. Donc tu sais qu'à peu près à tous les âges, tu peux y trouver quelque chose. Un roman d'apprentissage, en tout cas. Hormis maintenant, là où on est en train d'en parler, est-ce que t'aimes bien en général parler de tes lectures, toi? Ah ouais, moi j'adore. Ouais. Mon compagnon, il est aussi écrivain, donc de fait, dès que je lis un livre qui me plaît, j'ai envie de lui faire lire aussi. Après, on n'a pas forcément les mêmes goûts d'ailleurs, donc parfois ça lui plaît pas, et vice versa d'ailleurs. Mais j'aime bien quand les livres circulent entre nous. Mais quand je suis Adèle Lyon par exemple, mon vrai nom est Elisabeth, celui-là, j'en parle à tout le monde pour le moment, parce que vraiment j'adore ce livre. Donc je me dis, il faut que les gens sachent que ce livre existe, tu vois. C'est tellement agréable d'être possédé par un livre, tu vois. Je trouve ça tellement, c'est un bon, surtout en plus quand on vit justement, comme je disais au début, des choses compliquées. Pour moi, c'est une telle respiration. Et un tel refuge et en même temps un endroit vraiment de confort, la lecture, que du coup je me dis c'est dommage de s'en priver. Ça te relie vachement au monde en fait, de lire, parce que tu te connectes quand même au cerveau d'autres personnes, même si elles sont mortes depuis très longtemps, tu vois. Mais moi j'ai la sensation de quand même comprendre mieux à la fois qui je suis dans les livres. Je pense que c'est ça que je cherche globalement. Donc j'ai l'impression que c'est tout le temps ça que je cherche, à comprendre qui je suis et qui sont les autres aussi. Je trouve que parler des livres c'est quelque chose c'est sain. Je sais pas comment dire les choses, tu vois. Les livres c'est sain en fait, je trouve. C'est un endroit de bien-être mental, de sécurité, je sais pas, de aussi. Sécurité, c'est un rythme particulier, la lecture, c'est lent quand même, ça prend du temps de lire, c'est calme, enfin il y a quelque chose de vraiment anachronique que je trouve rassurant et en même temps vibrant, parce que tu vibres vachement quand tu lis. T'es pas du tout dans un confort genre peinardo, détaché, pas du tout, au contraire, t'es dans un truc de projection, enfin moi intime vachement fort. C'est assez parfait quoi. Est-ce que t'as un souvenir d'une rencontre un peu insolite, quelque chose qui te serait arrivé autour d'un livre ou d'une lecture? J'ai quand même rencontré mon compagnon grâce à un de mes livres, parce qu'on s'est rencontrés sur un prix littéraire dans lequel on était nommés tous les deux. Et du coup, c'est vrai que ça, j'aime bien l'idée. Tu vois, qu'on se soit rencontrés. Je me dis, si j'avais pas écrit, je l'aurais pas rencontré. C'est hyper beau. C'est beau, je trouve. Donc, on était en compétition, soi-disant. Bon, bref, pour un prix que et vous avez tous les deux gagné. Qu'il a obtenu. Et moi, non. Mais c'est pas grave. Mais du coup, c'était quand même autour d'un livre. C'est un roman qui s'appelle Les Mijaurées. Donc, c'est autour de ce roman-là. Elsa, on a parlé de beaucoup de choses. On va entamer la dernière partie de cet entretien qu'on a intitulé Le passeport littéraire. La première question, Elsa, si tu étais un titre de livre. Bon, alors là, je vais faire un truc pas du tout original, mais je vais dire Les yeux d'Elsa, du coup. Mais c'est magnifique, évidemment. Mais oui, c'est dommage de pas l'utiliser, il existe. Est-ce qu'il y a un roman pour lequel tu te souviens avoir éprouvé un chagrin de lecture? Tu peux entendre le mot chagrin dans le sens que tu veux. Oui. Alors là, il y en a un, et c'est marquant, c'est La route de Cormac McCarthy. D'accord. Mais alors, je n'ai jamais pleuré autant
que dans ce livre. C'est vrai? Ah, mais ce livre, de toute façon, m'a quand même globalement un peu traumatisée, mais il m'a marqué, je l'adore. Tu l'as lu il y a longtemps? Je l'adore, si on peut dire. Je l'ai lu, je crois que j'étais enceinte de ma fille, donc c'est très facile, c'était donc il y a 12 ans. D'accord. Il est choquant, en fait, c'est un livre choquant. Il fait peur, et à la fin, il y a une espèce de chagrin d'humanité, tu vois. Et j'ai pleuré après l'avoir fini, et j'ai pleuré longtemps. Tu vois, c'était un chagrin un peu, mais qui venait d'un autre temps. J'avais la sensation de pleurer sur l'humanité tout entière, tu vois. Et je n'ai jamais eu ça. Ni avant, ni après. Dans les lectures que tu as pu faire, il y a des livres que tu as pu commencer peut-être, arrêter en te disant que c'était pas le moment, mais dont tu savais que tu y reviendrais, auquel tu es revenu d'ailleurs. Ouais, il y en a un et j'ai un peu honte. J'avoue, c'est Proust, du côté de chez Swann. Je crois que ça fait 4 fois que j'essaye. J'arrive pas, ça m'ennuie, c'est affreux. Pourquoi tu reviens alors? Parce que tous les auteurs se réclament de Proust, donc je ne comprends pas pourquoi moi. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe chez moi? Pourquoi j'arrive pas à lire Proust? Je me sens bête en fait, tu vois, ou un culte. Je vais finir par y arriver. Et en plus, moi, on m'a souvent dit pour Proust, qui est un truc qui me questionne beaucoup, il faut un âge, tu vois, ça marche au bout de la 4e fois. Est-ce que je trouve quand même très curieux comme idée. Donc je me dis bon je vais bien finir par y arriver, mais à chaque fois je vais un peu plus loin. Alors je sais pas s'il y a un âge, mais je trouve que les suites, enfin les tomes suivants sont plus faciles, plus drôles. Ah ouais, c'est dommage parce que c'est le premier. Mais c'est dommage, oui. Commence au tome 3. Ça m'embête de passer, tu vois, au 2e, quoi. Est-ce qu'il y a un livre qui pour toi serait comme un pays? Les livres en général, la littérature serait un pays. Ça, pour le coup, vraiment, j'ai la sensation que c'en est un. C'est-à-dire que une fois que t'es dedans, en tant que lectrice ou en tant qu'autrice d'ailleurs, ou les deux en même temps, c'est dur de s'en détacher, quoi. C'est vraiment... Et puis t'as cette sensation du voyage quand même. Ça fait pas voyager au sens tu prends ton baluchon et t'arrives sur une terre. C'est pas dans ce sens-là moi que je le ressens du tout. C'est plutôt le voyage intérieur que je ressens. J'ai l'impression qu'on se connaît mieux en écrivant, en lisant. Et aussi, tu vois, tu connais aussi les gens. Comme je disais tout à l'heure pour les cadeaux, quelqu'un qui te dit « j'adore tel auteur », tu sais que tu vas en penser quelque chose. Ça va te dire quelque chose de la personne, tu vois. Et d'ailleurs, quand c'est un auteur que j'aime pas trop, moi, ça me gêne vachement. Je me dis « mince, il aime cet auteur ou ce genre de livre. Ah merde, ça me déçoit. » C'est con, tu vois, mais... Je comprends tellement. Ouais, ça dit quelque chose des gens. Donc, dans ce sens-là, oui, c'est un pays. Oui, parce que tu as l'impression de parler la même langue ou pas. Voilà, exactement. Il y a quelque chose de l'ordre de la fraternité, encore une fois, comme on disait tout à l'heure, tu vois, dans la lecture, je trouve. Alors, peut-être sur le Adèle Lyon, tu l'as quelque part? Mon vrai nom est Elisabeth? Oui. Alors, attends. Il est là. Est-ce qu'il y a un passage que tu serais d'accord pour me lire? Ah bah oui, mais alors, en général, en plus, j'ai une espèce de façon de faire. T'as un code pour les cornes? Je corne en haut. Comme tu peux le constater, quand c'est en haut, je l'ai lu quand même assez vite, donc il est pas tant corné que ça. Quand c'est parce que je m'arrête de lire, donc paf, je corne. Mais quand ça m'intéresse et que je veux m'en souvenir, je corne en bas. Je crois que c'est plutôt ça, attends. Cette histoire fait partie de moi? Ouais, sur la peur est très mauvaise conseillère, si c'est ça, c'est sur la peur. Ah. Comment tu transmets la peur. J'y vais du coup? Oui, je t'écoute. Cette histoire fait partie de moi, me répond-elle. Maman a toujours vécu dans la terreur de reproduire cette histoire, et ça n'a pas raté. C'est-à-dire que ma sœur est quand même morte jeune de problématiques psychologiques. Tu te rends compte de cette malédiction? La peur est très mauvaise conseillère. S'il y a bien un truc qu'il faut traiter chez une femme, c'est la peur. C'est vraiment quelque chose de grave, la peur. Si on n'arrive pas à en sortir. Ça t'emmène dans des histoires terribles. Ma mère, cette peur, elle nous l'a transmise. Moi, je me suis échappée pour ne pas l'avoir, mais Violette, elle l'a prise de plein fouet. Parce que c'était une innocente, parce qu'elle n'avait pas l'esprit de se méfier de quoi que ce soit. Alors que moi, je me méfiais de ma mère. Merci beaucoup. Est-ce que parmi les auteurs ou autrices dont tu m'as parlé ou d'autres, il y en a un ou une que t'aurais aimé rencontrer? Avec qui t'aurais aimé boire un verre, partager un moment? Carrère, j'aimerais bien le rencontrer, j'avoue. Je me suis ridiculisée devant lui, moi, si ça peut te rassurer, la seule fois où je l'ai rencontré. Donc ouais, mais je pense que le problème, c'est ça, c'est qu'en fait, je serais hyper intimidée, probablement. Alors que t'en rencontres plein, des gens que tu admires ou que tu... C'est vrai, mais pas que j'admire à ce point, non, pas forcément. De toute façon, c'est comme s'il était inaccessible. Ouais, c'est ça, j'ai la sensation que ça n'arrivera pas, donc... Avant de passer aux toutes dernières questions, j'ai une question assez terrible, mais que j'aime bien poser. Ne plus jamais lire, ne plus jamais écrire. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est vraiment une drôle de question. Je sais. C'est quand même assez lié, je trouve. Donc, en fait, si je suis très honnête, j'envisage que dans ma vie un jour, peut-être je n'écrive plus, parce que peut-être je n'ai plus rien à dire, c'est possible. C'est quand même la crainte des écrivains, globalement, de un jour se dire, bon, bah, ça y est, c'est fini, quoi. Donc ça, c'est quelque chose que je peux envisager.
Alors qu'arrêter de lire, outre des problèmes de santé, je vois pas pourquoi je m'arrêterais de lire, tu vois. Donc je dirais plutôt, hélas, bizarrement, arrêter d'écrire, même si c'est pas du tout ce que je souhaite. La particularité de ce podcast, c'est que la personne que j'ai vue avant toi t'adresse une question, sans savoir qu'elle sera pour toi. C'est une question à l'inconnu. Donc c'est Marie Pavlenko, qui était mon invitée précédente, qui te pose la question suivante, Elsa. Est-ce que tu penses que le roman, au sens d'œuvre d'imagination, est mort? Alors pas du tout. Je ne pense pas du tout. Alors après, au sens d'imagination, c'est un peu retors, je trouve, parce que qu'est-ce qu'on met vraiment dans l'imagination? Dans ces cas-là, est-ce que tu vois ce livre en est un, par exemple? Le livre d'Adèle Lyon? Ouais, je ne sais pas, au sens propre. Pour moi, c'est un vrai roman. Quand tu lis ça, tu te dis, le roman, il est pas mort du tout. Il a vraiment quelque chose à apporter aujourd'hui à ce qu'on vit, à ce qu'on pense, tu vois, il a une forme qui n'existe pas ailleurs. Ça n'est pas un film, quoi, justement. Moi, je pense qu'il est pas du tout mort. Non, l'écriture dans sa globalité, je pense que non, c'est pas mort du tout. Tant mieux. Ouais, ça m'arrange. Ça nous rassure. C'est quand même un peu ma vie, donc. À ton tour, il faut que tu poses une question à la personne que je vais après toi, sans savoir qui il ou elle sera. Ouais, j'y ai pensé. Alors c'est une question d'ordre plus pratique sur l'écriture plus que sur la lecture. Est-ce que c'est bien sûr, c'est ce que tu veux. Est-ce que de temps en temps tu as l'impression que les mots vont s'arrêter justement? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a c'est comme une source en soi qui pourrait se tarir? Est-ce que c'est des idées qui te viennent ou pas du tout? C'est une question que tu te poses. Ouais, c'est une question que je me pose souvent. À chaque fois que je recommence un livre, je me pose cette question. On lui posera la question, on te fera part de sa réponse. Ouais. J'ai une toute dernière question, après je te laisse tranquille. Est-ce que parmi les livres dont tu m'as parlé, ou peut-être d'autres, il y en a un dont tu me conseilles la lecture à moi personnellement? Si je l'ai pas lu, me dire, lis ça. Du coup, il y en a quand même que t'as lu, de fait. Il y en a quelques-uns. Mais La route de Cormac McCarthy, ça, après, elle est... Ouais, en même temps, je trouve ça... Tu vois, ce livre-là, je ne l'ai pas offert, par exemple. Parce que il est tellement dur que tu te dis, il faut être quand même un peu accroché. Mais c'est quand même un livre très marquant. Et puis, peut-être, je te conseillerais un livre de Philippe Génada. On est tellement bien dedans. Tu verrais que ça s'arrête jamais, alors il fait des livres quand même assez épais, qui font genre 1000 pages. Et jamais tu veux que ça s'arrête. Mais j'aime bien ce résumé. Jamais tu veux que ça s'arrête. Voilà, Philippe Génada, n'importe lequel. Merci beaucoup, Elsa. Merci à toi. Super. C'est tellement intéressant de parler de tout ça. C'était le dernier épisode de la saison de notre podcast Des gens qui lisent dans la bibliothèque des écrivains avec Elsa Flagel. Retrouvez sa sélection de livres et les autres épisodes sur le site de la librairie www.desgendsquilisent.fr. Si vous avez aimé ce podcast, dites-le nous et parlez-en à d'autres gens qui lisent. À bientôt à la découverte d'une autre bibliothèque et d'ici là, bel été dans les livres.